Le 5 octobre 1944, près d'Overasselt, aux Pays-Bas, 5 pilotes du 401e escadron de l'aviation royale canadienne tournaient à haute altitude, leur Spitfire Mark IX luisant au soleil de l'après-midi. Le commandant d'escadrille Smith le repéra en premier, une traînée argentée piquant vers Nimègue à une vitesse impossible. Pas d'hélice, pas de profil familier, juste un dard de métal se déplaçant plus vite que tout ce que les Canadiens avaient jamais vu au combat. Le chasseur à réaction ME-262 vira brutalement, ses tuyères laissant de faibles traînées dans le ciel mauve. Pendant 3 ans, les services de renseignement alliés avaient chuchoté au sujet du développement des jets allemands, mais les rumeurs ne pesaient rien face à la réalité qui déferlait maintenant à plus de 800 km/h. Smith activa sa radio, appelant le capitaine Davenport, le lieutenant Everard, l'aspirant May et l'aspirant Sinclair à prendre des positions d'attaque. Ce qui suivit fut le premier combat aérien confirmé entre chasseurs à réaction par tir d'armes. Plus importante encore, ce fut la première fissure dans ce que la propagande allemande avait promis être une arme miracle invincible. Le Messerschmitt 262 Schwalbe venait de révéler sa vulnérabilité fatale. En quelques mois, les pilotes américains de P-51 Mustang allaient transformer cette vulnérabilité en opération de chasse systématique qui rendrait le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde presque inutile, malgré sa technologie révolutionnaire. L'impact psychologique de cette première rencontre avec un jet se répercuta dans les escadrons de chasse alliés à travers l'Europe. Les pilotes qui virent des ME-262 comprirent immédiatement que le combat aérien avait fondamentalement changé. Le capitaine Chuck Yeager, du 357e groupe de chasseurs stationné à RAF Leiston, écouta les briefings de renseignement avec une inquiétude croissante. Le jet allemand pouvait atteindre 870 km/h en vol horizontal, tandis que le P-51 Mustang culminait à 700 km/h. Dans une poursuite en ligne droite, le Me-262 était simplement impossible à rattraper. Les calculs étaient brutaux et indéniables. Si la Luftwaffe déployait ses jets en nombre significatif, avec du carburant en quantité et des pilotes entraînés, la campagne de bombardement stratégique écrasant l'industrie allemande pourrait subir des pertes catastrophiques. Les forteresses volantes, B-17 avançant péniblement à 290 km/h dans des cieux remplis de DCA, seraient des cibles sans défense pour des pilotes dans des avions pouvant attaquer sous n'importe quel angle et s'échapper avant que les chasseurs d'escorte ne puissent réagir. Pour la première fois depuis qu'ils avaient acquis la supériorité aérienne sur l'Europe, les commandants alliés envisagèrent la possibilité de la perdre. Mais la conception révolutionnaire du Me-262 comportait des vulnérabilités nées de la nature fondamentale de la propulsion à réaction en 1944. Les turboréacteurs à flux axial, Junkers Jumo 004, représentaient un bond en avant dans la technologie aéronautique. Pourtant, ils étaient aussi primitifs et capricieux. Chaque moteur développait environ 900 kg de poussée à 8700 tours par minute, brûlant du carburant synthétique J, 2 dérivés du lignite à un rythme 2 fois plus élevé que les chasseurs conventionnels. Les aubes de turbines, fabriquées en alliage chromadure, parce que l'Allemagne manquait de nickel et de chrome résistant à la chaleur, fonctionnaient à des températures provoquant un fluage thermique rapide. En conditions de combat, les moteurs Jumo 004B nécessitaient une révision après environ 10 heures de fonctionnement, avec un remplacement complet généralement nécessaire après 25 heures de service. Cela signifiait qu'après peut-être 3 ou 4 sorties de combat, les Me-262 avaient besoin de nouveaux moteurs, créant des cauchemars logistiques que les équipes au sol allemandes ne purent jamais résoudre. La réponse des gaz du moteur présentait des problèmes tactiques immédiats. Contrairement au moteur à piston qui répondait presque instantanément à l'accélérateur, le Jumo 004 souffrait d'un temps de réponse significatif. Augmenter les gaz trop rapidement injectait un excès de carburant dans les chambres de combustion avant que le débit d'air ne puisse s'adapter,
faisant monter en flèche la température des tuyères et surchauffant les aubes de turbines. Les pilotes devaient manœuvrer leur gaz avec une délicate précision, effectuant des ajustements doux et attendant que les moteurs se stabilisent. Au combat, où les réactions d'une fraction de seconde signifiaient souvent la survie, cette réponse paresseuse transformait le chasseur le plus rapide du monde en une cible vulnérable durant les moments critiques. Les procédures de décollage et d'atterrissage du Me-262 amplifièrent ces faiblesses motrices en catastrophe tactique. Avec une charge à l'air de 295 kg par mètre carré, nettement plus élevée que tout chasseur contemporain, le jet nécessitait des vitesses de décollage dépassant 175 km par heure et des approches d'atterrissage à des vitesses similaires. Durant la phase critique d'accélération après le relâchage des freins, le Me-262 avait besoin de près de 30 secondes pour atteindre la vitesse de vol, accélérant sur la piste, tandis que ses moteurs peinaient à développer de la poussée à basse vitesse. Pendant ces 30 secondes, l'appareil était effectivement sans défense, se déplaçant en ligne droite à une vitesse prévisible, sans capacité de manœuvrer. Tout chasseur allié qui attrapait un Me-262 pendant son décollage avait une cible quasi stationnaire qui ne pouvait pas esquiver, ne pouvait pas accélérer suffisamment pour s'échapper et pouvait à peine se défendre. Les approches d'atterrissage présentaient des vulnérabilités identiques. Alors que les pilotes de Me-262 descendaient vers leurs aérodromes, avec les jauges de carburant approchant du vide après des missions de 60 à 90 minutes, ils devaient ralentir aux vitesses d'atterrissage tout en configurant les volets et le train, redevenant des cibles prévisibles volant droit et niveau. Les moteurs à réaction révolutionnaire qui rendaient le Me-262 invincible à haute altitude devenaient des ancres durant ces phases à basse vitesse. Les officiers du renseignement du quartier général de la 8e Air Force en Angleterre étudièrent le problème méthodiquement à la fin de l'été et au début de l'automne 1944. Les missions de reconnaissance photographique identifièrent des bases de Me-262 à Akmer, SCP, Rhein, Lechfeld et Munich-Riem. L'analyse des films de caméra de tir des rares rencontres avec des jets révéla les avantages à haute vitesse de l'appareil, mais aussi ses faiblesses à basse vitesse. Le renseignement allié savait que les pilotes de Me-262, ayant brûlé la plupart de leur carburant lors d'interceptions à grande vitesse, devaient retourner à ces aérodromes spécifiques. Ils ne pouvaient pas se dérouter vers des bases de secours car le carburant spécialisé J2 requis par les moteurs à réaction n'était disponible que dans des installations désignées. Cette contrainte géographique créait une opportunité. Si les chasseurs Mustang pouvaient patrouiller près des bases de jets connues, ils pouvaient tendre des embuscades aux Me-262 durant leurs moments les plus exposés. La tactique exigeait de la patience, une grande endurance en carburant et des pilotes prêts à voler directement dans les espaces aériens les plus lourdement défendus d'Allemagne, mais elle offrait la seule méthode fiable pour que les chasseurs à hélice engagent les jets dans des conditions à peu près égales. La Luftwaffe reconnut cette vulnérabilité immédiatement après les premières pertes de jets. Les commandants installèrent d'importants couloirs de DCA le long des corridors d'approche des bases de Me-262, positionnant des canons de 88 mm, des canons automatiques de 37 mm et des systèmes quadruples de 20 mm pour créer des rideaux de feu que tout chasseur attaquant devait traverser. Ils assignèrent leurs chasseurs à moteur à piston les plus avancés, le Focke-Wulf FW190D et le rare TA-152H pour fournir une couverture haute pendant les décollages et atterrissages des jets. Les horaires de vol étaient rendus aléatoires quand c'était possible pour empêcher les chasseurs alliés de prédire les heures de lancement. Certaines bases déployèrent des avions leurres pour attirer les attaquants dans des pièges de DCA. L'autoroute Autobahn près de plusieurs bases de jets fut modifiée en piste d'atterrissage d'urgence avec des zones de stationnement camouflées dans les bois adjacents permettant au Me-262 d'opérer depuis des endroits que le renseignement allié n'avait pas identifiés. Malgré ces mesures défensives, le problème tactique fondamental demeurait insoluble.
Les Me-262 devaient décoller et atterrir, et durant ces phases, ils devenaient sans défense, peu importe le nombre de canons qui les protégeaient. Le lieutenant Urban Drew, du 361 Fighter Group, se familiarisa intimement avec la menace du Me-262 durant des missions au-dessus de l'Allemagne début octobre 1944. Le pilote de 21 ans de Détroit avait rencontré un jet lors d'une sortie précédente et avait soumis des rapports de renseignements détaillés décrivant ses capacités. Le 7 octobre, Drew était cloué au sol et faisait face à une action disciplinaire pour avoir effectué un tonneau de victoire non autorisé après une mission réussie. Sa punition disparut quand le renseignement signala une concentration de Me-262 à l'aérodrome d'Achmer, dans le nord-ouest de l'Allemagne. La rencontre précédente de Drew avec un jet faisait de lui le choix évident pour mener un balayage de chasse contre la base. Il briefa son équipe avec soin, soulignant que le succès nécessitait la surprise, l'agressivité et l'acceptation des risques de voler directement à travers les défenses de DCA allemandes. Son ailier, le sous-lieutenant Robert McCandless, resterait avec lui quoi qu'il arrive. Le P-51, Mustang de Drew, codé E-2D et surnommé Detroit Miss, décolla de RAF Little Walden avec du carburant interne plein et des réservoirs d'ailes, lui donnant près de 4 heures d'endurance. Le temps au-dessus de l'Allemagne cet après-midi d'octobre était nuageux avec une bonne visibilité, des conditions parfaites pour repérer des avions contre le sol. Drew mena son équipe vers Achmer à 4500 mètres, scrutant constamment pour des traînées de condensation ou l'éclair révélateur du soleil sur l'aluminium poli. Alors qu'ils approchaient de la base de jets connue, il les repéra. 2 Me-262 positionnés sur la piste, moteur déjà en marche, se préparant au décollage. Drew poussa sa manette des gaz vers l'avant et plongea, gagnant de la vitesse et perdant rapidement de l'altitude. Les Me-262 commencèrent leur roulage de décollage juste au moment où le Mustang de Drew dépassait les 640 km/h en piqué. Le jet de tête, piloté par l'Oberfeldwebel Heinz Arnold, avait atteint peut-être 130 km/h quand Drew ouvrit le feu depuis 700 mètres, ses 6 mitrailleuses de calibre .50 convergeant sur la cible accélérante. Les balles traçantes remontèrent la piste et trouvèrent le moteur droit du Me-262. Le jet d'Arnold tangua alors que le moteur se désintégrait, mais sa vitesse était déjà trop élevée pour avorter. Le Me-262 mutilé s'éleva péniblement dans les airs sur un seul moteur, complètement incapable de maintenir l'altitude ou d'accélérer. Drew se rapprocha à 400 mètres et tira à nouveau, cette fois touchant la zone du cockpit. Le jet d'Arnold se mit sur le dos et s'écrasa dans des arbres à côté de la piste, explosant à l'impact. Le second, Me-262, piloté par le lieutenant Gerhard Kober, avait été témoin de la destruction d'Arnold et tenta d'avorter son décollage, mais la mauvaise réponse des gaz du jet et sa haute vitesse d'atterrissage rendaient une décélération rapide impossible. L'avion de Cobert roulait encore à grande vitesse quand Drew se redressa de sa première attaque et se repositionna immédiatement pour un second passage. McCandless lança des avertissements concernant la DCA alors que les artilleurs allemands les prenaient pour cible. Des obus de 88 mm éclatant autour des Mustangs attaquants en nuages noirs. Drew ignora la DCA et plongea à nouveau, tirant une longue rafale dans le Me-262 de Cobert alors qu'il essayait de quitter la piste. Des impacts étincelèrent le long du fuselage et des 2 moteurs. Le jet ralentit, puis éclata en flammes alors que les réservoirs de carburant s'enflammaient. Cobert parvint à s'échapper de l'épave en feu, mais son appareil était une perte totale. En moins de 2 minutes, Drew avait détruit 2 des chasseurs les plus avancés d'Allemagne en utilisant des tactiques qui allèrent devenir une doctrine standard pour les pilotes alliés. L'engagement démontra de manière concluante que la supériorité technologique ne signifiait rien durant les phases critiques du vol et que l'agressivité combinée à un timing précis pouvait neutraliser la menace du Me-262.
La caméra de tir de Drew s'enraya durant l'attaque, ne fournissant aucune preuve photographique de ses victoires. Son seul témoin, McCandless, fut touché par la DCA durant leur fuite d'Akhmer et abattu, devenant prisonnier de guerre avant de pouvoir corroborer les affirmations de Drew. Sans film de caméra de tir ou déclaration de témoin, le quartier général de la 8e Air Force refusa initialement les crédits de victoire de Drew, une déception écrasante après l'une des réalisations tactiques les plus significatives de la guerre. Drew ne recevrait de reconnaissance officielle qu'en 1983, près de 40 ans plus tard, lorsque les archives de la Luftwaffe allemande furent recoupées avec les registres américains. L'as de la Luftwaffe, Georg Peter Eder, qui avait été programmé pour mener la formation de Me 262 ce jour-là, mais dont l'avion avait souffert de problèmes mécaniques, confirma qu'il avait vu un P-51 au nez jaune piquer sur les Me 262 et détruire les deux jets. Eder ne pouvait pas lire le nom Detroit Miss Pint sur le nez du Mustang depuis sa position au sol, mais son témoignage fut suffisant. L'United States Air Force décerna à Drew l'Air Force Cross le 12 mai 1983, présenté par le secrétaire de l'US Air Force, Vern Orr. Drew et sa femme furent transportés de Johannesburg, Afrique du Sud, à la cérémonie via un C-140 et un Starlifter. Il reste le premier et seul pilote allié à avoir abattu 2 avions à réaction en une seule mission, tout en pilotant un chasseur à hélice. Ce même 7 octobre 1944, le lieutenant-colonel Hubert Zemke du 479e Fighter Group put remporter une autre victoire sur un Me-262, bien que l'incertitude demeure. Zemke, l'un des chefs de chasse les plus expérimentés de la 8e Air Force, attaqua ce qu'il croyait être un Bf-109 lors d'une mission au-dessus de l'Allemagne. Le film de sa caméra de tir était ambigu, montrant un avion qui pouvait être soit un Messerschmitt 109, soit un Me-262. Une analyse d'après-guerre suggéra qu'il s'agissait probablement d'un jet, mais la victoire ne fut jamais définitivement confirmée. Ce qui importait plus que les revendications de victoire spécifiques, c'était le schéma émergent. Les pilotes de chasse américains découvraient que les Me-262, malgré leur vitesse révolutionnaire, pouvaient être vaincus par l'innovation tactique. La clé était de refuser d'engager les jets dans leur élément, le combat à haute altitude et grande vitesse, et de forcer plutôt des engagements durant les phases vulnérables où l'avantage de vitesse disparaissait. Chuck Yeager rencontra son premier Mai 262 exactement 1 mois plus tard, le 6 novembre 1944, alors qu'il menait une mission d'escorte de bombardiers près d'Achmer, en Allemagne. Le P-51 de Yeager, nommé Glamorous Glen III d'après sa femme Glennis, patrouillait à l'altitude de croisière quand il repéra des Me-262 essayant d'intercepter la formation de bombardiers. Les jets firent leur passage avec leur tactique typique, plongeant à travers le courant de bombardiers à une vitesse phénoménale, tirant brièvement, puis utilisant leur avantage de vitesse pour remonter en zoom vers l'altitude avant que les chasseurs d'escorte ne puissent réagir. Yeager regarda les jets disparaître dans les nuages, apparemment s'échappant sans dommage. La doctrine standard disait que poursuivre les Me-262 était futile, mais Yeager fit un pari calculé. Ces jets devaient atterrir quelque part, et ils devaient atterrir bientôt car leur autonomie en carburant était limitée. Il quitta la formation de bombardier et descendit à travers les nuages, émergeant à basse altitude près de l'aérodrome d'Achmer. En dessous de lui, Yeager repéra un Me-262 solitaire dans le circuit d'atterrissage, train et volet sorti, vitesse réduite à peut-être 240 km/h alors qu'il s'alignait sur la finale. Le pilote allemand, concentré sur son atterrissage, ne sembla pas repérer le Mustang piquant sur lui, d'en haut et de derrière. Yeager poussa sa manette des gaz au maximum et mit les trims pour la vitesse de piqué maximale. Le P-51 accéléra rapidement en descente. Yeager, utilisant la gravité pour augmenter sa vitesse au-dessus de 720 km/h, se rapprocha à 400 mètres et ouvrit le feu,
guidant ses traceurs sur les ailes du Me-262. Des impacts étincelèrent le long de la racine de l'aile gauche du jet et du fuselage. Le pilote du Me-262, probablement blessé ou tué par la rafale initiale, ne fit aucune manœuvre d'évitement. Yeager continua de tirer alors qu'il se rapprochait à courte portée, déversant des obus dans les moteurs et le cockpit du jet. L'aile gauche du Me-262 se replia vers le haut. Le jet se mit sur le dos et s'écrasa dans des bois à quelques centaines de mètres du seuil de piste, explosant en une boule de flammes oranges. Yeager n'eut pas le temps de célébrer. Les canons défensifs d'Ashmer ouvrirent le feu immédiatement, les obus de 88 mm éclatant autour de son Mustang, alors qu'il traversait l'aérodrome à grande vitesse et à la hauteur des arbres. Sa seule option était de voler droit sur la piste, utilisant sa vitesse pour s'échapper avant que les équipages de DCA ne puissent ajuster leur visée. Des traceurs zébrèrent le terrain des deux côtés. Certains obus tirés d'un côté de la piste atteignirent même des positions de canon opposées dans le chaos. Yeager maintint son P-51 bas et rapide, dépassa l'extrémité éloignée de l'aérodrome et tira fort vers le haut, plongeant vers la sécurité d'une vallée voisine. Il avait survécu à l'une des situations tactiques les plus dangereuses du combat aérien, attaquer un aérodrome ennemi de jour à basse altitude, mais il avait aussi prouvé que les Me-262 pouvaient être traqués et tués. Yeager décrivit plus tard l'engagement avec son euphémisme caractéristique. « La première fois que j'ai vu un jet, je l'ai abattu. Pas très sportif, mais qu'importe. » De fin 1944 à début 1945, les pilotes de chasse américains affinèrent leur tactique anti-jet basée sur l'expérience du terrain et l'analyse minutieuse des films de caméras de tir. Le P-51 Mustang se révéla idéal pour cette mission grâce à son rayon d'action et son endurance exceptionnelle. Un Mustang avec le réservoir interne plein et 2 réservoirs largables pouvait rester en vol plus de 7 heures, donnant aux pilotes la capacité de patrouiller près des bases de jets connus pendant de longues périodes. Quand les jets apparaissaient, les pilotes de Mustang utilisaient l'avantage de l'altitude pour piquer sur eux, échangeant de la hauteur contre de la vitesse. En piqué, un P-51 pouvait brièvement approcher ou même dépasser 800 km/h, assez pour attraper des Me-262 durant leurs moments les plus exposés. Le timing était critique. Attaquer des jets pendant leur roulage de décollage nécessitait de les repérer tôt et de se positionner pour l'attaque avant qu'ils n'atteignent la vitesse de vol. Les attraper en approche d'atterrissage exigeait de la patience pour attendre le moment parfait où le jet était engagé dans sa trajectoire d'approche avec le train et les volets sortis. Les pilotes de chasse développèrent une connaissance intime des schémas opérationnels des Me-262 grâce à une observation persistante et à l'analyse du renseignement. Ils apprirent que les jets opéraient typiquement durant des fenêtres matinales et en fin d'après-midi, quand la visibilité était bonne, mais que les angles du soleil compliquaient l'acquisition visuelle pour les défenseurs. Ils remarquèrent que les Me-262 volaient souvent par paires ou en petite formation, rarement seuls, ce qui signifiait que détruire un jet offrait fréquemment des opportunités d'en attaquer d'autres. Ils comprirent que les pilotes allemands, contraints par les limitations de carburant, ne pouvaient pas interrompre une approche d'atterrissage et reprendre un tour de piste. Une fois qu'un Me-262 s'engageait dans l'atterrissage, avec un carburant résiduel faible, le pilote n'avait d'autre choix que de continuer malgré les menaces. Ce facteur psychologique donnait au pilote de Mustang attaquant un avantage crucial. Le pilote de jet savait qu'il était exposé mais ne pouvait pas avorter. Le pilote de Mustang pouvait poursuivre son attaque avec la certitude que sa cible n'allait pas soudainement accélérer et s'échapper. Les mesures défensives de la Luftwaffe devinrent de plus en plus sophistiquées en réponse à ces tactiques, mais les problèmes fondamentaux restaient insolubles. Les couloirs de DCA devinrent plus denses, certains corridors d'approche étant défendus par plus de 100 canons de différents calibres. La couverture de chasse augmenta, avec des pilotes de FW 180 DC et TA 152H spécifiquement ordonnés d'engager les chasseurs alliés près des bases de jets, quelle que soit la situation tactique.
Les pilotes de Me-262 reçurent des instructions pour varier leur schéma d'approche, effectuant des virages et des changements d'altitude aléatoires pour compliquer l'interception. Certaines bases déployèrent des générateurs de fumée pour obscurcir le terrain pendant les opérations d'atterrissage. Malgré ces efforts, la réalité mathématique ne pouvait être changée. Les Me-262 avaient besoin de bases spécifiques, avec des approvisionnements en carburant spécifiques, et ne pouvaient rester en vol que pour des durées limitées. Les chasseurs alliés pouvaient saturer les zones autour des bases de jets, rendant certains engagements presque inévitables. Le 25 février 1945 produisit l'une des démonstrations les plus dévastatrices de ces tactiques lorsque des Mustangs du 55e Fighter Group surprirent un schwarm entier de Me-262 à l'aérodrome de Giebelstadt durant des opérations de décollage. L'attaque fut parfaitement synchronisée, les P-51 arrivant juste au moment où plusieurs jets commençaient leur roulage. Dans le chaos qui suivit, les pilotes américains détruisirent 6 Me-262 au sol ou pendant le décollage, plusieurs autres étant endommagés. Les pertes représentaient un pourcentage significatif des jets opérationnels disponibles pour cette unité. Les archives allemandes indiquent que les Me-262 appartenaient à la malheureuse Kampfgeschwader, KG 54, une unité de bombardiers qui avait été rééquipée avec des jets, mais dont les pilotes manquaient d'un entraînement adéquat de chasse. L'attaque du 55e Fighter Group démontra que des balayages de chasse concentrés contre les bases de jets pendant des périodes opérationnelles connues pouvaient obtenir des résultats dramatiques, bien qu'à risque considérable. Plusieurs Mustangs furent endommagés par des tirs défensifs durant l'engagement et le succès tactique dépendit d'une surprise totale. L'impact psychologique de ces défaites sur les pilotes de jets allemands fut profond et cumulatif. Les pilotes de Me-262 étaient des aviateurs d'élite, soigneusement sélectionnés et longuement entraînés, souvent des vétérans avec une expérience de combat considérable. Ils comprenaient leurs avantages technologiques et abordaient initialement les missions avec une confiance justifiée dans les capacités de leur avion. Cependant, des pertes répétées durant les phases de décollage et d'atterrissage créèrent une atmosphère de crainte autour de ces moments critiques. Les pilotes savaient que chaque départ et retour comportait un risque significatif d'embuscade. La connaissance que des chasseurs alliés pouvaient les attendre, qu'il n'y avait pas d'option d'échappatoire une fois engagés dans l'atterrissage, que les jauges de carburant indiquaient des réservoirs vides, créa une pression psychologique qui affecta les performances et la prise de décision. Le raid du 18 mars 1945 sur Berlin illustra à la fois le potentiel du Me-262 et son incapacité ultime à changer l'issue de la guerre. Un total de 1220 et un bombardier allié escorté par 632 chasseurs attaquèrent la capitale allemande dans ce qui serait la dernière grande bataille aérienne au-dessus de l'Allemagne. Les commandants de la Luftwaffe rassemblèrent 37 Me-262 du Jagdverband, 44 pour une attaque coordonnée sur les formations de bombardiers, la plus grande force de jets jamais engagée dans une seule mission. L'Oberleutnant Walter Krupinski mena son escadrille dans une formation lâche vers les bombardiers entrants et lui et ses ailiers tirèrent des roquettes non guidées R-4M pour la première fois en utilisation opérationnelle. Les roquettes de 55 mm, transportées en rames de 12 sous chaque aile, étaient conçues pour exploser près des bombardiers, les détruisant par souffle et fragmentation sans nécessiter une visée précise. Les roquettes de Krupinski s'abattirent sur une formation de B-17 et des observateurs rapportèrent plusieurs bombardiers touchés et tombants. D'autres pilotes de Me-262 pressèrent leurs attaques avec les canons conventionnels de 30 mm, leur vitesse leur permettant d'effectuer plusieurs passes avant que les escortes ne puissent réagir efficacement. L'engagement fut bref mais intense. Les pilotes allemands revendiquèrent 12 bombardiers et un chasseur abattu, bien que les registres américains indiquent que 8 bombardiers lourds furent effectivement perdus, ainsi que 3 Me-262 détruits en combat aérien.
La divergence entre les revendications et les pertes réelles illustra le schéma courant en temps de guerre de surestimation due à la confusion des combats. Même en acceptant les revendications allemandes au pied de la lettre, les jets détruisirent moins d'1% de la force attaquante, tandis que l'énorme formation de bombardiers atteignit sa cible et délivra son armement. La campagne de bombardement stratégique continua sans être affectée. 5 pilotes de chasse américains ne revinrent pas et des douzaines de membres d'équipage de bombardiers furent tués ou devinrent prisonniers. Mais la mission fut considérée comme un succès complet par les planificateurs alliés. Adolf Galland, l'ancien général der Jagdflieger allemand qui avait été limogé après des désaccords avec Hermann Göring sur la stratégie de chasse, forma le Jagdverband 44 en février 1945 comme une unité d'élite de Me 262 commandée et composée des as les plus expérimentés d'Allemagne. Le roster ressemblait à un who's who des légendes de la Luftwaffe, des pilotes avec des centaines de victoires combinées. L'unité reçut la priorité pour les avions, le carburant et le soutien, représentant la dernière tentative de l'Allemagne de déployer des chasseurs à réaction en nombre significatif dans des conditions optimales. Galland lui-même vola en mission de combat, remportant des victoires avec les canons et les roquettes R-4, monsieur. D'autres pilotes rapportèrent des succès contre des bombardiers et même contre des chasseurs d'escorte quand les conditions favorisaient les tactiques des jets. Pourtant, la vie opérationnelle du JV-44 se mesura en semaines, pas en mois. Les bombardements alliés sur les bases forcèrent des relocalisations constantes. Les pénuries de carburant clouèrent les avions au sol pendant des jours. Les problèmes de fiabilité des moteurs signifièrent que la moitié des jets assignés étaient typiquement inopérationnels, attendant des pièces de rechange ou des remplacements de moteurs. La réalité statistique des opérations des Me 262 révéla l'écart entre la capacité théorique et l'efficacité pratique. Les archives allemandes indiquent qu'environ 1433 Me 262 furent fabriqués durant la guerre. Parmi ceux fabriqués, seulement entre 200 et 300 virent des opérations de combat. Le reste fut détruit au sol par des bombardements perdus durant l'entraînement ou rendus inopérationnels par des problèmes de maintenance. À aucun moment la Luftwaffe n'eut plus de 50 Me 262 opérationnellement prêts simultanément et la disponibilité journalière typique était plus proche de 25 appareils. Cette force faisait face à une force de chasse alliée dépassant 5000 avions à tout moment, plus des milliers d'autres bombardiers. Les calculs étaient insurmontables. Les pilotes de Me 262 revendiquèrent environ 542 avions alliés détruits en combat aérien, bien que la vérification de ces revendications montre la surestimation habituelle en temps de guerre de tous les côtés. Une analyse d'après-guerre par des chercheurs américains suggéra que les pertes réelles aux mains des Me 262 étaient substantiellement plus basses. Les forces alliées détruisirent des Me 262 à des rythmes excédant les capacités de production et d'entraînement allemandes. Les registres américains créditent les P-51 Mustang de 92,5 victoires confirmées sur Me 262, bien que ce nombre inclue des avions détruits au sol et pendant le décollage ou l'atterrissage, pas seulement des engagements RR. Le 357e Fighter Group, l'unité de Chuck Yeager, mena les forces américaines avec 18,5 victoires confirmées sur jet. Le 55e Fighter Group en revendiqua 17, tandis que les 78e et 339e Fighter Groups furent chacun crédités de 15. Les forces britanniques, en particulier volant sur Hawker Tempest et Spitfire, revendiquèrent une douzaine supplémentaire de victoires sur jet. L'effet cumulatif fut que les pertes de Me 262 excédèrent les remplacements et que la force opérationnelle déclina régulièrement malgré une production continuant jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Les pilotes allemands qui volèrent sur Me 262 offrirent des évaluations mitigées de son efficacité lors d'entretiens d'après-guerre. Georg Peter Eder, qui remporta 12 victoires sur le jet, dont 9 P-51, reconnut que la vitesse de l'avion rendait les interceptions de bombardiers à haute altitude relativement sûres,
mais que les contre-mesures alliées annulaient de plus en plus cet avantage. Walter Dahl, crédité de 11 victoires sur jet, dont 6 Mustang, souligna que les limitations de carburant et les problèmes de fiabilité des moteurs restreignaient les options tactiques au point où la supériorité théorique du jet devenait largement non pertinente dans les opérations pratiques. Heinrich Baer, avec 16 victoires sur Me 262 sur son total de 240 victoires en carrière, déclara carrément que le jet arriva trop tard et en trop petit nombre pour importer. Franz Schall, le probable as principal du type avec 17 victoires, dont 6 bombardiers quadrimoteurs et 10 P-51, fut tué au combat en avril 1945. Mais ses rapports antérieurs soulignaient l'incapacité de l'avion à engager efficacement des chasseurs manœuvrants en raison de ses vitesses d'approche élevées et de son large rayon de virage. Les leçons tactiques tirées des opérations du Me 262 influencèrent le développement mondial des chasseurs à réaction d'après-guerre. Les ingénieurs alliés étudièrent intensivement les jets capturés, les testant dans des installations aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ils confirmèrent que la conception de base était solide, mais que la technologie des moteurs restait le facteur limitant critique. Les premiers jets américains comme le Lockheed P-80 et le Republic F-84, et les conceptions soviétiques comme le MiG-15, incorporèrent des solutions aux problèmes identifiés dans le Me 262. Une durée de vie plus longue des moteurs, une meilleure réponse des gaz, une efficacité accrue du carburant et des cellules plus robustes abordèrent les vulnérabilités spécifiques que les chasseurs alliés avaient exploitées. Les pilotes américains qui engagèrent avec succès des Me 262 devinrent des experts reconnus au sein de la communauté des chasseurs. Leurs rapports de combat étudiés avec attention par les officiers du renseignement et les instructeurs. Au-delà d'Urban Drew et Chuck Yeager, des douzaines d'autres pilotes remportèrent des victoires sur jet par l'application persistante des tactiques développées par l'expérience du terrain. Ces pilotes partageaient des caractéristiques communes, incluant une vue exceptionnelle, des compétences de tir précis, des tempéraments agressifs et une volonté d'accepter des risques que des pilotes plus prudents évitaient. Attaquer des bases de jet à travers une DCA dense exigeait un courage frôlant la témérité. Pourtant, ces pilotes volèrent à de telles missions à répétition parce qu'ils comprenaient l'importance stratégique de neutraliser la menace des jets. Le coût humain de ces engagements affecta sévèrement les deux camps. Les pilotes de chasse américains tués durant des attaques sur des bases de jet moururent loin de chez eux, souvent dans des crashs enflammés après des dommages causés par la DCA. Leurs corps ne furent parfois jamais récupérés des sites d'écrasement en Allemagne. Les pilotes de Me 262 allemands, l'élite de la Luftwaffe, étaient des atouts irremplaçables perdus à des rythmes que le programme d'entraînement rétrécissant de l'Allemagne ne pouvait soutenir. Chaque pilote de jet allemand mort ou capturé représentait des centaines d'heures d'entraînement, des millions de Reichsmark d'investissement et une expérience tactique construite sur des années de combat. Le stress contribua à des erreurs de jugement, des accidents durant le décollage et l'atterrissage, et une efficacité au combat déclinante même parmi les aviateurs expérimentés. L'infrastructure soutenant les opérations des Me 262 s'effondra progressivement début 1945. Alors que les armées alliées avançaient en Allemagne et que les bombardements stratégiques s'intensifiaient, le carburant spécialisé pour jet devint de plus en plus rare à mesure que les raffineries étaient bombardées ou capturées. Les moteurs de remplacement, déjà en pénurie à cause de goulots d'étranglement de production, devinrent indisponibles quand les usines étaient détruites ou tombaient aux mains des forces avançantes. Les pièces détachées pour les cellules et les systèmes disparurent des chaînes d'approvisionnement. Le personnel de maintenance entraîné fut tué dans des raids aériens ou réassigné à des unités d'infanterie alors que l'Allemagne devenait désespérée de soldats. Les aérodromes eux-mêmes subirent des attaques au sol direct à mesure que les lignes de front se déplaçaient vers l'Est. En avril 1945, les unités de Me 262 opéraient depuis des sections d'autoroutes
ou des pistes improvisées, cachant les avions dans les bois et travaillant avec des approvisionnements minimaux sous la menace constante d'attaques aériennes. Les dernières semaines des opérations des Me-262 en avril et début mai 1945 furent caractérisées par des sorties sporadiques effectuées par des unités dispersées opérant indépendamment alors que le commandement et le contrôle central se désintégraient. Des pilotes individuels volaient en mission quand du carburant était disponible, attaquant souvent des cibles d'opportunité plutôt qu'exécutant des opérations coordonnées. Certains pilotes choisirent de voler avec leur jet vers un territoire tenu par les Alliés et de se rendre plutôt que de continuer un combat sans espoir. D'autres effectuèrent des missions finales, sachant que le retour serait impossible à cause de pénuries de carburant ou de la capture de l'aérodrome. Quelques-uns, incluant des membres du JV-44, combattirent jusqu'au dernier jour de la guerre, remportant des victoires, même alors que la structure militaire allemande s'effondrait complètement. L'analyse d'après-guerre par des experts américains et britanniques de l'aviation établit un consensus que le Me-262 représentait une réalisation technologique révolutionnaire, arrivée trop tard pour affecter l'issue de la guerre. Même si Hitler n'avait pas retardé la production en exigeant des variantes de bombardiers, même si la fiabilité des moteurs avait été meilleure, même si plus d'appareils avaient été produits, la situation stratégique fondamentale rendait l'impact du jet limité. L'Allemagne, en 1944, manquait de carburant, manquait de pilotes entraînés, manquait de la supériorité aérienne nécessaire pour des opérations sûres, et faisait face à un désavantage numérique écrasant contre les forces aériennes alliées. Le Me-262 ne pouvait résoudre ces problèmes, indépendamment de ses avantages en performance. L'héritage des engagements. Me-262 contre Mustang s'étendit bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, influençant la doctrine de combat aérien pour des générations. Le principe fondamental selon lequel la supériorité technologique ne garantit pas le succès tactique devint une étude de cas enseignée dans les académies militaires du monde entier. L'importance d'exploiter les vulnérabilités de l'ennemi plutôt que d'engager ses forces devint ancrée dans l'entraînement des pilotes de chasse. La reconnaissance que même les systèmes d'armes révolutionnaires ont des faiblesses exploitables informa la planification militaire et les stratégies d'approvisionnement tout au long de la guerre froide et au-delà. Les tactiques taux spécifiques développées par les pilotes américains pour contrer l'avantage de vitesse du Me-262, utiliser l'altitude pour gagner de la vitesse en piqué, synchroniser les attaques pour les phases de vol vulnérables et patrouiller obstinément les zones d'opération ennemies connues, restèrent pertinentes alors que de nouvelles générations de chasseurs avec des avantages en performance émergeaient. Les récits individuels de pilotes de l'époque fournirent des détails riches sur les défis psychologiques et tactiques de ces engagements. Chuck Yeager, dans son autobiographie et de nombreux entretiens, souligna que détruire le Me-262 nécessitait d'accepter un risque exceptionnel et de prendre des décisions en une fraction de seconde avec des informations imparfaites. Il décrivit la tension de patrouiller près des aérodromes allemands, sachant que la DCA et les chasseurs ennemis les engageraient au moment de l'attaque, le calcul requis pour synchroniser son piqué pour une vitesse maximale au moment critique, et la satisfaction de prouver que les chasseurs américains pouvaient vaincre les jets apparemment invincibles. Urban Drew, après avoir reçu sa reconnaissance tardive en 1983, parla de la frustration d'avoir ses victoires refusées pendant près de 40 ans à cause du manque de preuves corroborantes, mais aussi de l'importance de la mission indépendamment de la reconnaissance personnelle. Les leçons d'ingénierie des opérations du Me-262 influencèrent directement le développement du P-80 Shooting Star, le premier chasseur à réaction opérationnelle américain, qui entra en service juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs de Lockheed étudièrent abondamment les Me-262 capturés, examinant leurs moteurs, cellules et systèmes pour comprendre à la fois les succès et les échecs. La conception du P-80 incorpora des moteurs à plus longue durée de vie, avec une meilleure réponse des gaz, adressant la faiblesse la plus critique du Me-262.
Une efficacité accrue du carburant étendit le rayon d'action au-delà des 1050 km maximum du Me-262. Un train d'atterrissage plus robuste réduisit le taux d'accident qui affligeait les opérations de jets allemands. Une meilleure visibilité depuis le cockpit améliora la conscience situationnelle du pilote durant les vulnérables phases de décollage et d'atterrissage. Les concepteurs soviétiques étudièrent de même la technologie du Me-262 avec des avions et moteurs capturés expédiés dans des installations de recherche où ils furent largement testés. Les informations glanées influencèrent des conceptions comme le MiG-15 et le Yak-15, bien que les ingénieurs soviétiques aient aussi incorporé la technologie de moteurs britanniques obtenue par espionnage et transfert de technologie. La prolifération mondiale des connaissances sur les chasseurs à réaction résultant de l'analyse du Me-262 accéléra la transition de la propulsion à hélice à la propulsion à réaction qui domina la fin des années 1940 et les années 1950. En moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs à hélice étaient devenus obsolètes pour le service de première ligne, remplacés par des jets dans pratiquement toutes les forces aériennes du monde. Le bilan final des opérations du Me-262 révèle un avion qui obtint des succès tactiques mais un échec stratégique. Des pilotes individuels obtinrent des totaux de victoires impressionnants et des missions spécifiques démontrèrent les capacités du jet quand les conditions lui étaient favorables. Cependant, l'impact cumulatif sur les opérations aériennes alliées fut minime. Les bombardements stratégiques continuèrent sans relâche. Les chasseurs alliés maintinrent la supériorité aérienne et les forces terrestres avancèrent en Allemagne avec un soutien aérien efficace tout du long. Les ressources consacrées au développement et à la production du Me-262, incluant des matériaux rares, des capacités de fabrication et une main-d'œuvre qualifiée, auraient pu produire plus de chasseurs conventionnels qui auraient pu être opérés plus efficacement avec le carburant disponible et l'entraînement des pilotes. L'histoire des pilotes allemands lançant leurs jets jusqu'à ce que les as de Mustang les attrapent durant des moments vulnérables est finalement une histoire sur les limites des solutions technologiques aux problèmes stratégiques. L'Allemagne développa le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, réalisant une véritable percée qui aurait dû fournir des avantages tactiques significatifs. Pourtant, cette réalisation ne put surmonter des désavantages fondamentaux en nombre, ressources, disponibilité de carburant, personnel entraîné et position stratégique. Les pilotes américains et alliés volant sur des avions moins avancés, mais soutenus par une capacité industrielle écrasante, des systèmes d'entraînement complets, une logistique fiable et une doctrine tactique solide, vainquirent la merveille technologique par la persévérance, l'innovation et l'excellence professionnelle. En dernière analyse, le Me-262 demeure l'un des essais les plus fascinants de l'histoire de l'aviation. Un avion qui démontra le futur mais arriva trop tard pour changer le passé. Son palmarès de combat, bien qu'impressionnant dans des engagements spécifiques, fut finalement insuffisant pour affecter l'issue de la guerre. Les pilotes américains qui développèrent et exécutèrent des tactiques pour contrer la menace des jets méritèrent leur place dans l'histoire de l'aviation, non pas par la supériorité technologique, mais par l'excellence tactique, le courage et le refus de concéder l'avantage à un adversaire apparemment invincible. Leur succès valida le principe que les facteurs humains, incluant l'entraînement, la doctrine, le leadership et la détermination, peuvent surmonter les désavantages technologiques quand ils sont correctement appliqués. La transformation de la confiance allemande à la domination alliée dans les rencontres jet contre Mustang se produisit en moins d'un an, d'octobre 1944 quand le premier Me-262 fut abattu à mai 1945 quand les dernières opérations de jet cessèrent. Ce changement rapide résulta non pas d'un seul facteur, mais de l'effet cumulatif de l'exploitation systématique des vulnérabilités du Me-262 combiné à une pression incessante qui empêcha la Luftwaffe d'atteindre jamais des opérations de jet soutenables.
Chaque Me-262 détruit pendant le décollage ou l'atterrissage en était un de moins disponible pour les interceptions de bombardiers. Chaque pilote tué ou capturé représentait une expérience et un entraînement irremplaçables. Chaque attaque alliée réussie sur des bases de jet forçait les opérations allemandes à devenir plus dispersées et moins coordonnées. Les derniers mois des opérations du Me-262 virent les pilotes allemands se battre avec un désespoir croissant, alors que leur situation tactique se détériorait. Les pénuries de carburant limitaient les sorties aux missions les plus critiques. Les problèmes de moteur clouaient les avions au sol pour de longues périodes. Les patrouilles de chasse alliées rendaient chaque décollage et atterrissage potentiellement mortels. Les relocalisations de base perturbaient les opérations et le moral. Pourtant, certains pilotes continuèrent de voler en mission de combat jusqu'aux dernières heures de la guerre, démontrant un courage et un professionnalisme remarquables malgré des chances impossibles. Ces hommes savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais volèrent quand même, motivés par diverses combinaisons de devoirs, d'honneur et d'espoir que leur sacrifice pourrait peut-être importer. L'histoire se conclut non par une bataille finale dramatique, mais par une dissolution graduelle, alors que l'infrastructure militaire allemande s'effondra complètement début mai 1945. Des Me-262 furent abandonnés sur des aérodromes, poussés dans des bois pour empêcher leur capture ou détruits par leurs propres pilotes et équipages pour les refuser aux forces avançantes. Quelques-uns furent volés vers un territoire allié et se rendirent. La plupart cessèrent simplement de voler alors que le carburant s'épuisait et que la maintenance devenait impossible. Les jets qui avaient promis de balayer les bombardiers alliés des cieux allemands terminèrent leur vie opérationnelle dispersée à travers l'Allemagne, témoignage silencieux de l'écart entre le potentiel technologique et la réalité opérationnelle. Les pilotes de Mustang qui les avaient traqués rentrèrent chez eux alors que la guerre se terminait. Leur mission accomplie. La menace des jets neutralisée par des tactiques qui s'étaient avérées supérieures à la technologie.